Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf politique sur JMTV+. Nous évoquions le cas d'Edith Pulchéry Ballet qui est en ce moment incarcérée à la MAC en Côte d'Ivoire. Incarcérée pourquoi? Pour ses idées, tout simplement, mourir pour des idées de mort lente, mais elle ne mourra pas, elle reviendra. Nous allons maintenant faire un pooping out, comme disent les Britanniques ou bien les Anglo-Saxons, dans le pays voisin au nord de la Côte d'Ivoire, qui est le Mali. IBK est tombé, IBK Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé par les militaires, donc le peuple, hein. Les militaires ont écouté le peuple, c'était le 18 août dernier, nous sommes le 24 août, et votre président, M. Alassane Ouattara, est à la manœuvre pour le rétablissement d'IBK au poste de président de la République. D'ailleurs, il va se rendre aujourd'hui avec une délégation de la CEDEAO à Bamako. Le président, enfin, j'ai du mal à l'appeler président parce que pour moi, il n'est même pas du tout légitime. Alors, je l'ai toujours appelé M. Ouattara. M. Ouattara se mêle de ce qui ne le regarde pas. Il a les mêmes problèmes chez lui, il n'a pas encore fini de régler, c'est pour le Mali. J'ai entendu dire qu'il va avec la CEDEAO et qu'ils vont mettre embargo sur les médicaments, ils ont fermé les banques. Mais Ouattara ne sait que sévir. Mais pourquoi? Hier, j'ai écouté une de vos émissions avec Olivier Dossou. Voilà, Olivier Dossou. J'ai bien aimé. Quand il dit Ouattara est le véritable mal de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est francophone. Que c'est le véritable mal, il n'a pas tort. Et il a raison de le dire. Parce que depuis que ce monsieur a fait son entrée dans les arènes politiques de cette partie de l'Afrique de l'Ouest, mais on a du mal à nous retrouver. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui entend. Il s'est fermé à tout. Il n'entend rien. Tout ce que le peuple dit, il n'entend pas. Lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il arrange. Mais je voudrais dire à M. Ouattara que ce qu'il est en train de faire va lui retomber dessus. Mais pas dans longtemps. L'une des plus grandes dictatures du 19e siècle que nous avons, du 21e siècle que nous avons connu, c'était l'Allemagne. Sous Hitler. Du 20e siècle. Du 20e siècle, oui, du 21e siècle. Ouais. Du 20e siècle. Donc c'était l'Allemagne sous Hitler. On a vu comment Hitler est parti. Et on a vu ce qu'est devenu aujourd'hui les SS. Donc, il peut changer son nom, se faire appeler RHDP unifié ou désuni, je n'en sais rien. Mais Ouattara n'est pas RHDP. Il est RDR. Un parti qu'on a créé et qu'il a rendu à un parti de violents, d'assassins, de bandits de grand chemin. Et lui, paraîtrait-il, à la présidence, il aurait créé un mouvement ULGB. C'est-à-dire... C'est quoi ça encore? Oui. C'est hier que j'ai écouté dans leur vidéo, là, tout ça. C'est-à-dire, c'est unité, unité de lutte contre le grand banditisme. Ah bon? Ah oui. À la présidence? À la présidence. Géré par son frère Téné Ibrahima. Vous voyez ça? Dans notre pays, la Côte d'Ivoire. D'accord. Allons sur le Mali, nous étions sur le Mali. Ce déplacement de la CEDEAO à la tête de laquelle votre président, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais malheureusement il est votre président, Alassane Ouattara prend part. Pour vous, qu'est-ce que Ouattara veut faire à la tête de cette CEDEAO au Mali? Mais Ouattara voudrait que les dictatures, comme lui le fait, s'instaurent partout. Les Maliens ont fait ce qu'ils ont fait pour enlever IBK. Bien avant de répondre à ça, je vais vous dire. Quand IBK devrait être élu au Mali, nous les Africains, on était contents. Et nous avons encouragé le Mali à ce que IBK soit élu. Vous savez pourquoi? C'est le seul Africain qui n'a pas pris la nationalité américaine et qui travaillait à la NASA. On s'est dit, voici quelqu'un pour avoir travaillé avec l'une des plus grandes démocraties de ce monde, l'une des plus grandes intelligences, pourra nous l'envoyer chez nous en Afrique et dire aux gens comme les Ouattara là que ce n'est pas ça la politique. Mais nous avons vite déchanté. Le syndicat l'a vite moulé, quoi. Oui. Nous avons vite et très vite déchanté. Parce que le slogan, comme le disait M. Olivier Dossou hier, c'était
le Mali d'abord, l'Afrique d'abord. Et j'ai appris une chose qui est que l'armée française avait été chassée du Mali et que Ibeka est venu réinstaller. Cette armée qui ne veut plus s'en aller. Ah oui, mais quand ils s'installent, ils ne vont pas. Et qui est installé là où il y a de bonnes richesses. Oui, oui, tout à fait. Comme là où, ça. au nord du Mali, où il y a l'uranium, où il y a la manganèse, où il y a toutes les richesses minières. Vous comprenez? Donc, Ouattara, que vous savez très bien, qui est le pion de cette soi-disant communauté internationale, dont la France ne peut que travailler pour l'uranium de la France. Et donc, lui, enlever Ibeka, et aujourd'hui, c'est l'agent militaire qui est au pouvoir, les gens critiquent. Mais moi, je suis d'accord un peu. Pourquoi? Nous avons l'exemple du Ghana aujourd'hui. Oui. Sans Jerry Rawlings. Oui, Jerry Rawlings était capitaine de l'armée quand il a fait le coup d'État au Ghana. Tout le monde l'a critiqué. Tout le monde l'a traité de tous les noms. Mais le Commonwealth ne l'a pas enlevé. Il est resté. Il a fait de son pays, aujourd'hui, ce qu'est le Ghana. Chez nous, en Côte d'Ivoire, où les Ghanéens étaient pleins, ils n'y sont pas aujourd'hui. Hein. Ils sont chez eux. Lago Awa, là. Non. Adjoa n'est plus là. Oui, non, c'est terminé. Elle est au Ghana et elle fait ses affaires. Vous comprenez? Donc, ces jeunes Maliens-là, je leur dis qu'ils aient la fibre patriotique comme Rawlings. Et que ils travaillent pour le Mali et donc pour l'Afrique. Hier, j'ai entendu la libération de l'Afrique va commencer par le Mali. Ok, l'Afrique francophone. C'est le titre que j'ai donné à l'émission avec Olivier Dossou. Hein. Ah, d'accord. C'est qui c'est l'avenir de l'Afrique, c'est au Mali en ce moment. Très bien. Donc, si tel est le cas, il faudrait que ces jeunes au pouvoir au Mali, là, fassent en sorte. C'est vrai, j'entends par-ci, par-là, oui, 2 mois, ils vont organiser les élections. Nettoyer le Mali d'abord. Ils ont demandé 3 ans de transition avec... Moi, je suis d'accord. Ils ont demandé ça. Copier sur Rawlings, il est encore là. C'est un panafricaniste, il va vous donner les conseils. Vous avez voulu libérer votre pays des dictateurs, des gens qui sont à la solde de l'Occident. Donc aujourd'hui, là, faites en sorte de nettoyer le Mali et qu'on ait un pays francophone à côté du Ghana. La Côte d'Ivoire suit vos traces. Et c'est ça qui fait mal à Ouattara. C'est pour cela qu'il s'agite un peu partout. La CEDEAO par-ci, embargo par-là. Mais Ouattara, il faudrait qu'il sache. Il a mis l'embargo sur la Côte d'Ivoire. Les gens sont morts. Aujourd'hui, la même CEDEAO là va pas revivre ça. Il y a 2 pays de la CEDEAO qui lui ont déjà dit non. Je les encourage à continuer. Ce sont le Ghana et le Nigeria. Et le Nigeria. Mais c'est 2 pays anglophones. Aucun francophone. Aucun francophone. Marc Kaboré a quand même donné des bonnes idées. Oui, Marc Kaboré, mais on aurait voulu qu'il suive. Il a été très fortement, d'ailleurs, le premier contestataire au sein de la CEDEAO, c'est le président de la Guinée-Bissau. Oui, les deux. Qui n'a pas mâché ses mots. Ouattara et Alpha Condé. Tout à fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les pays anglophones qui ont dit non. Oui, mais je veux dire que les pays anglophones aujourd'hui, le Nigeria et le Ghana, sont un peu comme celles qui tirent. Et donc je suis d'accord que Marc Kaboré tienne ses propos qu'il a tenus, mais qu'il soit résistant, parce que Ouattara va lui mettre le grappin dessus. Le président de Guinée-Bissau, en tout cas, eux, je leur fais confiance. Et je sais qu'ils vont continuer. Donc, Marc Kaboré, quoi que Ouattara te fasse, même si c'est ton frère, là, tu te bats pour une idéologie. La libération et la liberté en Afrique. J'espère qu'il n'y aura pas un coup d'état bizarre dans ces pays-là contestataires de la CEDEAO. Hein. J'espère bien. Hein. Non, on espère. De toute façon, Ouattara lui-même n'a pas encore fini de régler ce qu'il a créé en Côte d'Ivoire. Il va nous tuer comme il est en train de faire. Il va tuer les Ivoiriens. Mais nous en avons assez. La Côte d'Ivoire dit trop. C'est trop. Et nous félicitons les jeunes Maliens de ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas d'armée. Il allait prendre des milices, des jeunes désœuvrés du Burkina, du Mali, un peu partout, qu'il a stockés, qui sont des miliciens, qu'il a introduits dans l'armée, parce qu'en réalité, les militaires ivoiriens qu'il a trouvés, il ne leur fait pas confiance. Mais Ouattara, moi je vais lui dire, ses propres armes vont être retournées contre lui. C'est tant est que
il n'est pas dans le vrai et qu'il veut brimer tout le monde. Ils vont tuer ces miliciens-là, mais ils vont finir par retourner les armes contre lui-même. Georges Nekalo, oui. Je vois bien la militante politique en vous, merci. Je suis obligé de reformuler ma question. Je vous en prie. Est-ce que cette délégation de la CEDEAO, à la tête de laquelle Alassane Ouattara ne va pas créer un autre foyer de tension ensemble en Mali, car à l'origine, M. Ouattara n'était pas de la délégation de la CEDEAO qui allait se rendre au Mali. Il a dû appeler le président Issoufou du Niger, faire du forcing pour faire partie de cette délégation. Vous le savez. Est-ce que ce forcing d'Alassane Ouattara ne va pas crisper encore plus la situation au Mali? De toute façon, ça va crisper la situation parce que les Maliens sont déterminés. Ils ne sont pas prêts au retour de tout dictateur, non. Et ça, je leur dis merci. Maintenant, Ouattara il est dans son élément, comme on le dit. Il est dans son jeu. J'aurais souhaité m'adresser aux autres présidents, puisqu'il n'était même pas sur la liste, comme vous le dites, et il a fait du forcing. Il ne peut pas avoir fait du forcing et venir vous dominer. Vous savez, Ouattara, sur quoi il s'appuie? Les 60%. Du PIB de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. Voilà, dans la sous-région. En effet. En effet. Donc c'est sur ça qu'il s'arc-boute et il fait chanter les autres. Mais j'espère que les autres chefs d'État, même s'ils n'ont que 5, 2, 10%, 15%, pourront dire non à Ouattara de ce qu'il est en train de faire. Et qu'ils ont aussi besoin d'avoir leur jeunesse avec eux. Selon Olivier Dossou, que vous avez donc écouté hier dans cette émission intitulée L'avenir de l'Afrique se joue au Mali en ce moment, vous pouvez retrouver cette émission sur www.jmtvplus.com. Selon lui, Ouattara serait en train d'obéir aux injonctions du Quai d'Orsay et de l'Élysée, donc de la France. Ben oui, ça ne vous surprend pas, vous non plus. Ça ne me surprend pas, mais vous pouvez en savoir plus que moi. Et le public a besoin de le savoir. Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure, c'est le pion de la France-Afrique. C'est-à-dire aujourd'hui, les focals ne sont pas là, mais ils ont tellement été critiqués que c'est les petits nègres eux-mêmes qui font le travail. C'est-à-dire, ils prennent un président de la sous-région et qui fait le travail vis-à-vis des autres. Donc, effectivement, Ouattara est à l'œuvre pour faire plaisir à la France. Donc, que le Quai d'Orsay manipule en dessous, ça ne surprend personne. C'est ce que le Quai d'Orsay sait faire en ce qui concerne les pays d'Afrique. Donc, pour amener, selon eux, à garder leurs intérêts, à garder leur position, le Quai d'Orsay est dans sa logique. Mais à nous aussi, Africains, de ne pas céder. À nous aussi de ne pas céder. Mais le hic est là. Vous pensez que le Niger, premier producteur du monde, d'uranium, où on n'a pas d'électricité en merci, bon, vous avez tout dit. Donc, selon l'indice de développement, sur 189 pays, le Niger doit arriver 188e ou 189e. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Le pays et qui extrait cet uranium? C'est la France. C'est la France. Vous comprenez? Donc, ils sont dans leur logique. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit je ne sais qui arrive dans ces conditions où nous sommes, ça serait pareil. Ça serait pareil. Moi, ce que je demanderais aux Africains, tant que les conditions, la politique française vis-à-vis des pays africains n'est pas revue, ne les votez pas. C'est tout. Mais vous n'appelez pas l'abstention quand même. Ah oui, si c'est moi. Vous vous abstenez, ça ne change rien. Même si 2 personnes vont voter, oui, mais il y aura un ici, ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. C'est-à-dire ici, là, le président est légitime quand le taux est illégitime quand le taux d'abstention est élevé. Mais il est quand même président. J'en connais ces pays qui ont été élus par moins de 30% de Français. Parce qu'on ne va pas leur donner, ou alors, comme je le dis, on discute. On va leur donner nos suffrages s'ils acceptent de discuter, de revoir ces accords de 58 à 61 que De Gaulle a mis sur la tête des pays africains. Ne faut-il pas tout simplement avoir la tête des pays africains? Et ça, c'est sûr qu'on doit le redouter au Quai d'Orsay. Des gens qui disent non à ces accords. Car mais je ne le cache pas. Je l'ai dit le vendredi 26 avril 2019 à Maître Charrier Bournazel, que j'intervenais dans son cabinet. Ces accords, pour moi,
ne valent rien, car ils ont été signés entre la France et la France. Vous comprenez ou pas? Oui, je comprends, mais le problème c'est quoi? Quand vous dites entre la France et la France, ben, aujourd'hui c'est toujours la France et la France. Donc, Donc ce sont ces accords-là africain qui a été légitimement élu par son peuple qui a paraphé un tel... Oui, mais là vous êtes dans, qu'est-ce que je vais dire? Dans du très beau, quoi. Les gens-là, ces autorités françaises, mais ils nous narguent depuis toujours. Vous comprenez, un Houphouët-Boigny à 58. On lui dit, bon, toi, tu seras président de la République. Mais tu signes ça. Quand tu es président, toutes tes matières premières doivent transiter par l'Afrique, doivent venir en France. Tu vas acheter quelque chose dans un pays qui n'est pas la France, voilà les tasses qu'on met dessus avant que ça arrive chez toi. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Les accords militaires. Nous voulons que l'armée militaire soit, l'armée française, pardon, soit stationnée. Une base. Voilà, une base chez toi pour que ton pouvoir soit protégé. Mais il est heureux, il est content. Vous comprenez? Il est content. Donc, nos aïeux, nos grands-parents n'ont pas compris le jeu de la France. Mais aujourd'hui... beaucoup ont compris, les Lumumba, les Oumyobé ont compris. Oui, mais ceux qui ont compris, ils sont où? Ils ont été assassinés. Oui, mais donc, c'est comme ça que j'ai dit, ils n'ont pas compris. Ils ont été assassinés à l'aide de qui? À l'aide de qui? Vous savez comment Lumumba a été arrêté? Et comment il a été tué? À l'aide de qui? Vous comprenez? Comment il s'appelle? Ruben Nyobé. Vous savez comment il a été tué? Oui. Dans son propre campement. Dans son village. Dans son village. On l'a traîné devant tous les Noirs et les Africains, les gens de son village, au point où il a été défiguré. Mais c'est un crime contre l'humanité. Et la France est là. Et elle continue. Donc ne me dites pas que oui, non, ils ne veulent pas. Babo Lorrain, où? Pourquoi lui? Parce que justement, il marche sur les pas de Patrice Lumumba. Lumumba de Oumyobé. De Ruben Nyobé, qui demandait simplement l'indépendance du Cameroun et l'unification des deux partis. Il n'a rien demandé d'autre que ça. Dans son groupe, c'est vrai qu'il y en a qui étaient plus virulents, il leur disait non. Il n'était pas d'accord avec la branche armée. Du tout. Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on a fait de lui? Vous comprenez? Donc, la politique de la France vis-à-vis des pays africains n'a pas changé. Je ne vais pas demander quelles sont vos solutions, car les solutions, bien maintenant, qui pourraient en proposer aujourd'hui. Étant donné que même le minimum qui est proposé ne semble pas convenir à certaines personnes. Avez-vous des nouvelles toutes fraîches du président Laurent Gbagbo? Oui. Le président Laurent Gbagbo, sur le plan de la santé, il va très bien. Vous les avez vus ces jours-ci? 2-3 jours? Non, une semaine. Une semaine? Oui. Alors, il va très bien. Le problème, c'est qu'il ne se sent pas bien. Parce que son peuple le demande. Son pays le réclame. Comment vous pouvez imaginer... Il n'y a pas que son pays qui le réclame. Moi-même, je le réclame. Merci, vous l'aurez. Donc, ça vous dit quoi? Il ne peut pas avoir un papier d'identité. Le jour où on l'a transféré, je vous l'ai déjà dit ici sur votre plateau, Manu Militari en chemise d'été. On n'a pas demandé papier ce jour-là. Ce jour-là, il n'y avait pas de visa. Il n'y avait pas de passeport, ni diplomatique, ni ordinaire. Alors, attendez, calmez-vous. Je suis calme, je suis calme. Est-ce que le président Laurent Gbagbo ne peut-il pas tout simplement aller à l'ambassade du Ghana, demander un passeport ghanéen qu'on pourrait lui octroyer tout simplement? Voilà, j'ai mis une semaine pour poser cette question. Président Gbagbo, pourquoi ne pas aller à l'ambassade du Ghana demander un passeport? Je suis sûr que Nana Akufo-Addo serait content de vous donner un passeport pour Oui, mais ça voudrait dire quoi? Qu'il faut qu'il descende au Ghana et qu'il n'aille pas en Côte d'Ivoire? Il peut aller, quand on a un passeport ghanéen, on peut aller en Côte d'Ivoire, non? Bon. Les accords sont là ou Oui, je sais. Mais bon, lui, vous savez... C'est une question d'honneur, j'ai compris. Non, vous avez compris. J'ai bien compris. Voilà. J'ai bien compris. Comment Alassane Dramane Ouattara, qui a eu passeport burkinabé, ensuite il s'est marié à une haïtienne de nationalité américaine, il a eu passeport américain, on lui a donné passeport ivoirien, va refuser un enfant de la Côte d'Ivoire qui n'a qu'un seul passeport. Dernière question. Il est venu ici, il a fait 6 ans, il a refusé d'être français. Vous comprenez? Il n'a qu'un seul passeport. C'est le passeport de la Côte d'Ivoire. Et on lui refuse ça. Dernière question, Georges Nekalo. Oui. Est-ce que cette situation, 3 personnes n'ont pas contribué
a fabriqué le Alassane Ouattara que vous avez aujourd'hui. Je sais que vous n'aimez pas qu'on tape sur le vôtre, mais je vais taper sur lui-même. Allez-y. Oui. Laurent Gbagbo n'a-t-il pas été trop naïf? Henri Konan Bédié n'a-t-il pas été trop naïf? Oufo Boigny, j'entends chez vous tout le monde est oufotiste, comme en France tout le monde est gaulliste, on ne comprend même pas pourquoi tout le monde est oufotiste. C'est pas lui qui a installé le diable dans la maison? Oui. Est-ce que vos hommes politiques, les trois qui viennent citer là, ne sont pas les fautifs de cette situation, les constructeurs de cette situation qui voient Alassane Ouattara, vous marchez, vous crachez dessus aujourd'hui? Ah oui, chacun a sa responsabilité dans cette Laurent histoire. Gbagbo n'aurait jamais dû demander de permettre à ce monsieur de devenir ivoirien alors que la Constitution l'empêchait d'être président de la République. Ah non, c'est pas Gbagbo qui a fait de lui ivoirien, c'est Oufoué qui l'a fait ivoirien. C'est Oufoué. Oui. C'est Oufoué. Oui. Mais parce que dans l'instant où Oufoué l'amène pour être Premier ministre, il lui donne un passeport ivoirien. Voilà, c'est-à-dire que mon frère Zorobi qui allait se fourvoyer à Dimokro en allant signer les extraits pour justifier que Ouattara est ivoirien, mais c'est lui qui allait se fourvoyer. Dans l'instant où la communauté internationale impose Ouattara à Oufoué Boigny et qu'Oufoué dit oui et qu'il vient être Premier ministre de la Côte d'Ivoire, il lui a déjà donné le passeport ivoirien. Les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé. Donc le vrai foutu dans cette affaire, c'est Oufoué. C'est Oufoué Boigny. Il nous a laissé un mauvais héritage. Ensuite, Félix Oufoué-Boigny décède le 7 décembre 1993. Oui. La Constitution prévoit que le successeur constitutionnel, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est à l'époque Henri Konan Bédié. Tout à fait. Monsieur le Premier ministre Alassane Ouattara traîne les pattes pour aller faire révérence au nouveau chef de l'État. Normalement, il a été interpellé tout de suite et jugé. Oui, mais il a même fait pire que ça. C'est-à-dire, il n'a même pas traîné les pas. Il a voulu aller se déclarer président. Alors, ah oui. Et M. Konan Bédié n'a rien fait. On n'a même pas inquiété M. Ouattara. Vous savez, on peut nous... Tout ça, on reconnaît. Les fautes Je suis... Monsieur Moafo. Oui. Connaissez l'Ivoirien. C'est maintenant que les autres sont en train de nous apprendre à nous ouvrir les yeux, comme on le dit. L'Ivoirien, mais oui, l'Ivoirien n'est pas violent. Et nous ne sommes pas belliqueux. L'Ivoirien n'est pas violent et nous ne sommes pas belliqueux. Ça fait que nous accueillons, nous faisons confiance. Et nous pensons que de la même façon, nous sommes ouverts, les bras tendus et ouverts aux autres, ils le seront à notre égard. Il ne faut pas faire ça. Mais oui, mais nous le payons là. Nous le payons. Il y a des Camerounais chez vous. Oui. Qui ont travaillé même dans des gouvernements chez vous. Oui. Est-ce qu'un seul Camerounais a voulu être président chez vous? Non, pas encore. Non, ça ne doit même pas arriver. Mais oui. Je serai le premier à venir combattre ce Camerounais. Oui. Mais je veux dire que c'est à ça que nous avons pensé. Parce que figurez-vous, avant que le président Oufoué Boigny n'aille s'enquiquiner avec la loi de 1958 de la communauté, de la communauté avec De Gaulle, c'était un panafricaniste. En 1946, en tant qu'agriculteur, en tant que producteur, ils ont créé le plus grand syndicat qui n'a jamais existé en Afrique. Le syndicat agricole. Si vous remarquez tous les autres partis dans les différents pays, c'est PD quelque chose. En Côte d'Ivoire, c'est PDCI. Ici, c'est PDG, c'est Gabon. Gabon. Voilà. Et chaque fois qu'il y a démocratique dans le nom d'un parti, voilà. Ils sont issus du syndicat agricole qui a été créé en 1946 au Niger. Vous avez compris? Et ça a rassemblé toute l'Afrique. Mais le blanc et l'européen, particulièrement le français, a réussi à les diviser. Tout simplement parce que nous, Africains, nous faisons vite confiance. Vous voyez, même dans nos camarades et nos collègues, ils nous trouvent, ils vont laisser. Oui, parce que nous ne sommes pas dans la manipulation. C'est eux là qui nous ont appris la manipulation aujourd'hui. Mais ce que je veux dire à Ouattara et à tous ces milices qu'il a envoyés, le peuple de Côte d'Ivoire, nous apprenons très vite. Il va peut-être tuer beaucoup d'entre nous. Mais les quelques-uns qui vont vivre vont apprendre très vite de ce qu'il est en train de faire. Et il aura le retour du bâton. Bon. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment de bon cœur que nous tendons la main à nos frères d'Afrique. C'est vraiment de bon cœur parce que la Côte d'Ivoire est située, si on veut voir une bonne partie, sur le littoral, l'océan Atlantique. Et nos
pays qui sont à l'arrière-plan. Vous voyez, Ouattara en train de dire qu'il ne va pas permettre que le Mali reçoive cette fret parce que c'est lui qui a la mer. Même par pont aérien, le Mali peut recevoir des choses. Hein, donc vous comprenez. Alors, et donc nous, on accepte cela. Et je comprends ce que vous dites. Nous avons nos responsabilités. Et moi, ce qui me fait plus mal, c'est lorsque nous allons aux élections en 2010. Babo Laurent, au premier tour, il est le premier. Le président Henri Konan Bédié est le deuxième. Et il laisse sa place à Ouattara. Ouattara qu'il avait envoyé en exil. Oui. Ça, je n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que je veux interviewer Henri Konan Bédié. Il m'a donné Maurice Kakou Gikawe là, il y a 2 ans. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je fais le président Bédié. Mais allez-y à Daoukro, il est là. Il est là-bas. En Côte d'Ivoire. Si on donne pas le passeport à Laurent Gbagbo, c'est à moi qu'on va donner un visa. Vous pensez? Non, je ne pense pas. Voilà, bon, je sais qu'on ne vous donnera pas. Président Bédié, j'ai envie de vous interviewer. Surtout que vous nous invitez. Ne faites pas comme Guillaume Soro qui me dribble depuis 25 ans. Là. Il faut, président, papa Bédié, là. Il faut qu'on se parle. Non, mais il va vous... Il faut qu'on se parle. Lui, il peut vous recevoir. Oh, le problème, c'est que aujourd'hui, il est à Daoukro avec les manifestations. Et voilà. Je voulais même profiter de votre antenne pour dire aux Ivoiriens. Nous sommes à la croisée des chemins. C'est vrai. Nous comptons beaucoup de morts. C'est vrai. Mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser les yeux. Nous souffrons. Nous ne pouvons même pas comparer cela à cet adage. Mais frère, c'est un passage obligé. Quelqu'un dit, il y a eu 2 mois à Daoukro, les Baoulés se sont assis. Non, PDCI, levez-vous. Aujourd'hui, nous devons parler d'une seule voix. Et je dis au PDCI ici en France, il faut que dans le cadre de notre accord cadre, nous nous retrouvions pour discuter et pour essayer de mener ce combat sur le sol ivoirien. Voilà. Donc nous sommes dans un pays dit démocratique. Macron ne viendra pas m'arrêter. Donc je peux le dire. Nous pouvons parler. Nous pouvons le dire. Mais nous pouvons aller sur votre job, il peut en souffrir. Oui, mais c'est pas grave. Pas... Moi, je pourrais balayer les rues, ça ne me dérangera pas. Bon, voilà. Parce que ça se passe aussi comme ça en France. Hein? Oui. Ou même votre logement, si vous n'avez pas encore tout payé là. Vous pouvez créer des problèmes partout. Oui, c'est pas grave. Mais au moins, moi, ici, ils ne me mettront pas en prison. Donc, j'aurai toujours le temps de parler. Bon. Vous transmettrez mes salutations au président Laurent Gbagbo. C'est compris. Dites-lui que sans caméra et sans rien, j'irai bien le rencontrer, mais depuis qu'il est libre, chaque Ivoirien que j'ai sollicité pour me permettre d'arriver à lui, me dribble. Non, on ne vous dribble pas. Vous aimez bien ce mot-là. Vous voulez en ce qui concerne le président, il y a le Covid. Vous savez, il a 75 ans. Oui, mais... Donc nous le protégeons. Il y a le Covid. Mais oui. Je peux me mettre à 2 km. On même à 10 km. Donc ça fait qu'il ne reçoit pas. Bon, depuis, à cause du Covid, il ne reçoit pas. Il regarde souvent vos émissions quand même. Oui, puisqu'on lui envoie. Oui, puisque vous lui envoyez. Président Laurent Gbagbo. Il ne faut pas m'oublier. On s'était rencontrés samedi 8 décembre 2007 à Lisbonne, là. Vous vous souvenez? Quand Abdoulaye Wade a claqué la porte au nez de Nicolas Sarkozy, vous avez été le seul président africain à le suivre et laisser les autres là-bas en train de boire les paroles de Sarkozy. Et j'avais été là, j'ai dit, président, quand le protocole, je vous ai dit, non, laissez-moi parler à mon petit, on s'est salué, on s'est parlé là. Vous vous souvenez, papa? Il faut qu'on se voit. Et vous m'aviez confié des choses ce jour-là qui, jusqu'aujourd'hui, me guident. J'ai compris qui vous étiez ce jour-là. Merci. Voilà. On peut vous reprocher tout ce qu'on veut. Mais je sais, moi qui vous ai parlé un quart d'heure, je sais comment vous pensez, ce que vous pensez. Et d'ailleurs, j'ai envoyé quelqu'un vous donner des nouvelles il y a 2 ou 3 ans. Là. Quelqu'un, vous voyez, vous ne pouvez pas oublier. Il faut qu'on se voit, j'ai des choses à vous remettre. Voilà. Georges Nikalon, merci beaucoup pour cet autre entretien. Sachez que vous êtes éternellement la bienvenue ici. Merci. Alors, si je peux lancer un dernier message. Voilà, et le message, il a dit. Voilà. Alors, Edith Ekbalé, Pulchérie, jeune sœur ivoirienne. La dernière fois que tu es passé à Paris, on s'est vu. Et on s'est dit, la lutte ne fait que commencer. Et c'est pour cela que, là où tu es, sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'as ni tué, tu n'as ni vilipendé, tu n'as rien dit d'autre que de demander au peuple de Côte d'Ivoire, en tant que responsable de la société civile,
de faire barrage à cette énième forfaiture. C'est tout ce que tu as dit. Pour ça, sache que ton pays te soutient. La communauté, la vraie communauté internationale te soutient. Parce que le travail diplomatique, nous le faisons. Donc, sois forte. Sois forte. Sois forte. À bientôt. Merci. Chers téléspectateurs de JMTV+, et ici s'achève ce bœuf politique, le tout dernier du mois d'août 2020. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation très compliquée, je pense à toi, Edith Wallet, je pense à toi, Rosange Dimini, je pense à vous, tous qui êtes en prison, Mamadou Mota, je pense à tous ceux qui sont en prison politique, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Gabon, Bertrand Zibi, je pense fort à toi, à Libreville là-bas. Je pense à vous tous. Tenez bon, un jour le soleil finira par se lever. À très bientôt. Merci. Bye bye. Bye. Merci. Merci à JMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse. Vous êtes sur JMTV+.